L'hypnose, en fin de compte, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les médecins d'avant ont des fulgurances, c'est-à-dire des intuitions qui mettent en place, mais bon, il leur manque un certain nombre de savoirs qu'on a acquis, nous, par d'autres recherches, par l'avancée des sciences humaines, etc. Mais la définition de Breit, qui est un ophtalmologiste, qui pense qu'effectivement, l'hypnose, c'est d'abord une fixation visuelle, puis ensuite une intériorisation quand la personne ferme les yeux, etc. Nous, aujourd'hui, la définition est toujours exacte, c'est-à-dire il y a toujours une fixation de l'attention du patient. Mais l'attention du patient, il nous la donne aussi, parce que quand il vient avec sa douleur, son attention est fixée sur la douleur. On n'a pas besoin de lui montrer, regardez mon doigt, fixez mon doigt, etc. Petit à petit, vous réduisez les champs visuels, puis petit à petit, en fermant les yeux, on va travailler avec votre imagination. Non, il est déjà dans sa douleur et son imagination travaille. Il est déjà sur ce qu'on appelle une hypnose morbide, une hypnose de peur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette douleur? Pourquoi je ne peux plus sourire à mes petits-enfants? Qu'est-ce que va dire le médecin avec ses examens complémentaires? Donc on sait qu'ils sont sur un registre, entre guillemets, nous, on dirait hypnotique, que d'autres parleraient d'imagination morbide ou d'imagination douloureuse en fonction de ce que la personne vit dans son corps. Mais on a une fixation de l'attention. Une personne, si tu veux, si vous voulez, une personne qui, en fin de compte, arrive pour un soin invasif, mais elle a déjà eu mal lors de ce soin. Quand elle arrive en salle de soins, quand elle arrive au bloc opératoire, elle est forcément angoissée. Et son angoisse est alimentée par sa mémoire. La dernière fois, ça s'est mal passé, donc elle imagine que forcément, ça va mal se passer. C'est pour ça que, par exemple, le médecin, l'infirmière des hôpitaux à Rouen, des cliniques de Becquerel, on va légitimer le patient. C'est-à-dire qu'on va le reconnaître son droit d'avoir peur, on va reconnaître son droit de pleurer, on va reconnaître son droit d'être tendu, alors qu'on va dire, et c'est pas reconnaître son droit d'être tendu, de dire, mais monsieur, détendez-vous. Ça, c'est nier ce qu'il nous apporte. Et c'est bloquer que s'il nous apporte une tension musculaire, c'est le premier moment de l'hypnose, la fixation de l'attention. Et ensuite, on va reconnaître qu'il a le droit à une représentation horrible du soin qu'il va avoir, puisqu'antérieurement, il était difficile à vivre. Ou même, s'il ne l'a pas vécu, d'entendre d'autres patients en parler. Donc, en reconnaissant qu'il a le droit de penser que ça va encore mal se passer, que c'est normal qu'il se tende pour lutter, même si logiquement, il sait très bien qu'il a besoin de ce soin. Mais malgré tout, c'est pas logiquement qu'on contrôle notre corps. C'est par le biais de l'imagination. Mais là, on est sur un registre d'imagination, la foldologie. Donc le patient, le soignant, s'il veut entraîner le patient dans un mode beaucoup plus confortable, beaucoup plus tranquille, il doit aller le chercher dans ses représentations morbides, dans ce que nous, on a l'habitude d'appeler hypnose négative du patient. Et pour aller le chercher là, et pour amener le patient vers ce que l'on souhaite, on est obligé de le reconnaître, de créer un contrat de confiance qui va passer par une phrase qui paraît d'une nullité impressionnante. Monsieur, avec ce que vous me montrez, de votre émotion, avec ce que vous me dites, de vos croyances autour du soin, si j'étais à votre place avec ces mêmes croyances, je crois que ce serait aussi vraiment difficile pour moi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le patient, il sait qu'il n'est plus seul. Il a le soignant avec lui. Parce que le patient qui a peur, qui raconte ça, prenons un patient, qui raconte ça à sa femme, qui raconte ça à ses copains de bistrot, etc., ils vont dire, écoute, ça s'est passé comme ça la première fois, mais tu sais que ça peut se passer autrement. Ils vont tenter de le rassurer, mais ils le laissent dans la peur, parce que cette parole de réassurer le patient, c'est pour se réassurer eux.
il me désempare, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour que mon corps soit en équilibre? Mais le patient, il reste tout seul. Et si nous, les soignants, comme on faisait avant, on pensait bien faire, véritablement, on pensait bien faire, de dire au patient, mais non, monsieur Dupont, ça va se passer autrement, je vous assure, je vais vous aider. Là encore, le patient reste dans sa difficulté. Alors, il comprend bien que le soignant tente de l'aider un petit peu, mais ça ne va pas marcher. Et le soignant ne pourrait pas proposer de l'hypnose à ce moment-là, parce qu'il nie ce que donne le patient. Donc c'est pour ça que cette phrase, quand on dit, moi j'aime bien le terme légitimé, je suis à peu près le seul peut-être en France avec mes élèves et peut-être d'autres enseignants, médecins, à le prendre, mais il n'est pas généralisé. Cette façon de légitimer, c'est véritablement de reconnaître le patient. Et reconnaître le patient, c'est de se mettre à sa place. Et le patient, il se détend, on n'a pas besoin, monsieur, respirez plus profondément, genre de trucs comme ça, qui est stupide, puisque sa réaction normale, c'est une réaction de lutte ou d'évitement, de dire, oui, oui, je comprends qu'il faut ce soin-là, mais en même temps, j'ai envie de partir. Mais ça va se marquer dans son corps. Tu vois, la respiration va être courte, va être éventuellement suspendue, le rythme cardiaque un peu accéléré, etc., parce qu'il doit réagir. Alors sa logique va dire, bon, je reste là, mais la peur, elle est là, etc. C'est un stress tout à fait naturel. Voilà. Donc une fois qu'on a légitimé, le patient se détend. Et ce qui est très très intéressant, c'est ce qu'on appelle la règle de réciprocité. Et elle est vraie aussi bien pour les Amérindiens, elle est vraie aussi bien pour les Berbères, pour les Bretons, pour les Basques. C'est quand on fait une offrande, et là, le médecin, l'infirmière, l'infirmière, hein, le fait de reconnaître ce patient ou cette patiente de façon inconsciente, cette patiente doit remercier. C'est-à-dire, je te fais une offrande en te reconnaissant totalement. La personne est obligée de remercier. Donc elle va se dire, puisque tu me reconnais, moi je te reconnais en tant que soignant. Et ça, c'est très essentiel. Et la deuxième chose qui va être importante, donc la légitimer. Deuxième moment, la phrase de transition, comment amener une technique de communication. Alors, on va pas, et comment l'amener, la phrase la plus habituelle qu'une soignante m'avait donnée, alors qu'on peut avoir vraiment une série de phrases de transition hein, en fonction des patients, c'est de dire, c'est pour ça que je vais vous aider. Ce que je veux pour vous, c'est, malgré tout ce que vous m'avez dit, qu'aujourd'hui, ça soit un tout petit peu plus confortable. Qu'aujourd'hui, le soin soit beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui est suffisant, parce que on ne va pas leur dire, bon, je vais vous aider, on va faire de l'hypnose, je vais vous proposer une technique d'hypno-analgésie, etc. Le patient dit, et le soignant, il va prendre combien de temps pour faire quelque chose de cet ordre-là? Donc il faut immédiatement qu'il ait une stratégie hypnotique qui a commencé par la reconnaissance du patient, fixation de l'attention, phrase de transition, et ensuite le basculer dans l'imaginaire. Alors, basculer un patient dans l'imaginaire, on n'a pas besoin de rapprocher les doigts, de lui demander de jouer les cosmonautes, etc. C'est simplement de lui demander, mais au fait, qu'est-ce que vous faites pour souffler un tout petit peu chez vous? Là, ça pourrait être ça. Ou vous m'avez dit que vous étiez ébéniste, que vous l'êtes toujours, mais là, moi j'aimerais que vous me racontiez le bois. J'aimerais que vous me racontiez les différentes odeurs en fonction du travail des différents bois, etc. J'aimerais que vous me racontiez les différentes odeurs de la colle. J'aimerais que vous me racontiez les différentes poussières, copeaux, en fonction si c'est du merisier ou si c'est du chêne, etc. Et la personne, elle va se lancer là-dedans. Se lancer dans ce qu'elle aime, elle va être dans son atelier d'ébénisterie, elle n'est plus avec elle. Et c'est ça qui nous intéresse. Et quant dans sa passion d'être dans l'atelier d'ébénisterie, etc., effectivement, le cerveau, tout son cerveau, est dans ce registre-là. Donc le soin, même s'il y avait de la nociception qui remontait vers le cerveau,
il y a de fortes chances qu'il ne soit pas interprété. Mais vous gardez à l'esprit, parce que là aussi, pourquoi... Donc le mot hypnose ne sera jamais prononcé dans une hypnose de soins. Hein, c'était, monsieur, je reconnais votre peur, votre douleur, etc. Et c'est pour ça que moi, en la reconnaissant, j'aurai cette phrase, une phrase de transition, plus déjà ce travail-là. Ça, c'est déjà très très important. Et évidemment, le soin, le résultat du soin va être différent. C'est-à-dire la personne, même les personnes sont étonnées, déjà le soin a eu lieu. Ça, c'est essentiel. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres techniques, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans leur imaginaire, etc. Donc on va jouer sur le comme si. Notamment, par exemple, quand on serre le poing, si monsieur serrait encore plus le poing, on fait le soin, il a mal. Mais si on lui dit, monsieur ou madame, serrez le poing, et faites comme si les doigts étaient collés à la paume de votre main. Vous savez très bien que c'est faux, mais faites comme si. Puis une ou deux suggestions, que le confort s'installe. On ne va pas dire forcément qu'on fait le soin actuellement, et vous verrez, la personne est effectivement dans le virtuel, dans l'imaginaire. Et c'est ça qui est important. Et il y a plein de techniques comme ça qui peuvent aider effectivement le patient à ne plus être dans la logique du raisonnement, d'analyser la situation, d'analyser les différentes sensations, etc. Parce qu'il ne fonctionne plus dans un acte conscient volontaire de lutte en disant bon, oui, j'accepte le soin, mais j'ai mal. Il va être dans un mode de fonctionnement imaginaire. Mais l'imagination, elle peut fonctionner à vide. Ça peut être des images, ça peut être puis une personne qui puisse nous dire moi non, moi j'ai jamais d'image, moi je pense à rien. On sait très bien, par exemple, que dans une journée d'une personne, il y a des moments à fixer un point, puis il y a une forme entre guillemets, parce que c'est faux, mais une forme d'arrêt sur image, c'est-à-dire la personne n'a pas de pensée, pas d'image, elle est un peu ailleurs, un peu absente. Le modèle, on le sait très bien, c'est le modèle de l'enfant.